je vous remercie pour cette matinée très, très riche, très intense. Moi, j'ai aussi la chance un peu de pouvoir plonger plus dans vos présentations parce que je l'ai reçu auparavant. Donc, je l'ai trouvé très, 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 très intéressante et j'ai cherché en fait de découvrir un peu des axes transversaux pour pouvoir à partir des cas d'études très spécifiques, le généraliser et parler de thématiques un peu plus vastes. Je pense que vous êtes en fait les personnes idéales pour faire ce genre de travail. Donc, dans mes questions, j'essaierai un peu de traverser trois grands thèmes qui sont les écarts culturels, les écarts temporels et l'écart du regard. Donc, pour la première chose, le premier noyau de questions, en fait, Prakhar, il n'est pas avec nous, mais donc c'est plutôt, après, je peux l'extendre à tout le monde, mais je la demanderai tout d'abord à Ondine sur que signifie comparer, et donc, en prenant votre expérience d'ethnographie comme une ethnographie inversée, c'est-à-dire en utilisant vos études des cas, les catégories et les clés de lecture que vous avez adoptées comme mailles et grilles analytiques, quelles sont les continuités, les résonances et les pointes de rupture importantes que la modernité apporte. Et je voudrais aussi poser une attention sur ces mots de la modernité. Est-ce qu'il y a une modernité? On doit parler de plusieurs modernités. Et est-ce que la contemporanéité, c'est forcément moderne? Plusieurs questions. Ouais. Plusieurs questions dans une. Tout d'abord, je m'efforce à jamais comparer, à jamais rentrer dans le comparatisme et plutôt à mettre les choses en vis-à-vis, que ce soit sur un même terrain ou avec d'autres terrains. C'est vraiment très important pour moi, pour essayer justement de relever les similitudes et de faire aussi ressortir les différences, mais jamais dans le souci de les comparer. Concernant la modernité, je suis pas sûre d'avoir vraiment compris la question. En fait, c'est de dire, nous on parle de modernité souvent. On parle de modernité, mais souvent, en fait, on la confond avec la contemporanéité. La modernité, c'est déjà une façon de vivre la contemporanéité très, très spécifique. Et déjà, avec la question de dire le paradigme occidental, on pense à une modernité. Mais vous avez présenté plein de cas d'études qui se nourrissent aussi de ce syncrétisme, donc de ce dialogue de la modernité, de la contemporanéité et du passé. Donc je pense que c'est un peu l'occasion de dire, d'admettre qu'on a aussi plusieurs façons d'être contemporaine. Tout à fait, ouais. Et plusieurs façons d'être moderne, du coup. Il y a cette modernité occidentale qu'on connaît, mais il y a aussi être moderne, qui serait peut-être finalement d'arriver à vivre avec son territoire, avec son milieu, d'être ancré, et du coup de peut-être effectivement délaisser cette modernité technologique pour aller en chercher d'autres. Et du coup, qu'est-ce qu'être moderne, si ce n'est peut-être remettre en question nos paradigmes. Et est-ce que vous pensez que c'est possible en fait d'adopter une sorte de lecture iconologique de l'eau, c'est-à-dire à partir des systèmes de l'eau utilisés pour décrire et arriver à comprendre les traits les plus profonds des sociétés dont ils sont issus? C'est vrai que la culture de l'eau, quand on plonge dans ces territoires et qu'on explore tous ces liens qui sont tissés à toutes les échelles, hein, le grand territoire comme à l'échelle de l'habitat, c'est aussi vraiment très intéressant d'explorer ces liens. Et il y a vraiment en tout cas chez moi, une grille de lecture qui s'est activée et comme si tout un nouveau monde apparaissait. Et je pense que oui, la lecture par le prisme de l'eau, ça apporte ce regard un petit peu décalé, mais en tout cas qui est vraiment très enrichissant dans cette lecture. Merci. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut répondre à cette question ou dire la sienne? Peut-être j'apporte d'autres points à vous. Quand vous dites modernité, dans le cas que j'ai présenté, le cas des vergers de Gasvin,
je peux en parler de deux façons. Premièrement, si on regarde modernité en tant que représentation enfin, de cette approche historicité progressiste, ils disent qu'alors, il faut aller plus loin possible, voilà, profiter plus vers un futur qui est mieux. Donc, cette regard progressiste qui a été lié vraiment à modernité. Donc, le cas de Kazmi, c'est super intéressant parce que, tout concrètement, Youssef nous a présenté que les agriculteurs au Maroc, ils cherchent justement d'aller plus loin, plus profit, voilà, d'avoir plus de profit de leurs terres, de leurs eaux, de leurs ressources. Dans le cas de Kazmi, c'est pas du tout rentable leur jardin. Ils ont tous les jardiniers, ils ont d'autres métiers à côté, mais ils ont gardé cet attachement à ces jardins qui ne sont pas du tout rentables, qui sortent de ce monde progressiste, avec un regard voilà, qui cherche que d'avoir le profit de leur terre. Donc, c'est ça qui a aidé que ce système reste encore. Ce n'est pas du tout rentable. Moi, j'ai abordé le sujet, en fait, j'ai fait avec les étudiants de l'école de paysage de Versailles un studio sur ce sujet-là. Donc, les étudiants, donc on a travaillé sur le verger de Kazmi et tout ça dans le reste du projet. Et les étudiants présentaient ça pour leur prof de hydrologie, qui c'était un hydrologue. Et l'hydrologue, il dit qu'est-ce que c'est ce système-là? C'est pas économique. Il faut avoir d'autres modèles. Et donc, je me dis si on va avoir d'autres modèles, ce système ne restera pas et tous les vergers seront disparus. Donc voilà, je pense que c'est important de dire cette regard de modernité qui nous emmène vers cette approche historicité progressiste, donc chercher à prendre plus profit de la terre, de jardin, de l'eau, des ressources. Donc le cas que j'ai présenté, c'est totalement l'inverse du cas de Maroc que Youssef a présenté. Donc je pense que c'est intéressant de s'appuyer là-dessus. Peut-être, je ne sais pas si j'ai encore le temps ou je pense que tu as ouvert une grande question que je poserai après sur la question en fait du regard progressiste. On va retourner. Je voulais profiter que tu avais pris la parole pour introduire un peu le deuxième noyau aussi de questions que moi je appelais les temples modernes, aussi en paraphrasant le film de Charlie Chaplin. Donc dans ton intervention, il y a comme une sorte de éloge de la lenteur et donc de la qualité du contact entre la terre et l'eau. Plutôt que Pantarei, tout est cool, on pourra dire que tout stagne. Et donc on commence ici à parler d'une grandeur que la contemporanéité aplatit, à savoir la qualité du temple et la sédimentation. Donc la question sont ceci. Peut-on imaginer la Terre sans l'eau et l'eau sans la Terre? Comment l'architecture peut aujourd'hui s'ouvrir à ces nouvelles affectivités des liens moléculaires entre la Terre et l'eau qui semblent contradire sa frénésie? Donc là, il faut que je réfléchisse. Est-ce que c'est possible qu'on regarde la Terre sans eau et l'eau sans terre? C'est ça la question. Et aussi, parce que tu as cité beaucoup le travail de Morisot, de rendre la terre à l'eau. Et lui, il parle surtout aussi de la qualité de ces contacts, en reprenant aussi Victor Schauberger, cet ingénieur au début du XXe siècle, qui disait l'eau, il faut qu'elle mourit. C'est comme un fruit qu'il doit mourir. Il faut qu'on laisse que ça s'éclate, ça se... Enfin, de point de vue technique, on peut dire que le cas que j'ai montré, c'est un peu ça, parce qu'il remplit. Lors ces vergers pour enterrer, il laisse que l'eau s'infiltre, recharge la nappe, et après il choisit soigneusement ces 4 espèces que j'ai citées, donc pistachio, amandier, abricotier et les vignes. Tous les 4, ils ont les racines qui aillent dans la terre, je sais pas, 20 mètres, qui cherchent l'eau. Et donc, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'on laisse que
l'eau, terre et végétation. Moi, j'ajoute végétation aussi parce que c'est important. Ces trois ensemble trouvent leurs équilibres dans le temps un peu, oui, long. Dans le temps long et longue pour créer un équilibre, un écosystème qui est équilibré, quoi. Et si on transpose cette temporalité, par exemple, ici, comment en fait pouvoir repenser une nouvelle façon de faire architecture qui n'est pas seulement une évolution formelle du dispositif, mais qui ça devient sensible aussi à la qualité de cette tempe? En fait, si je réponds avec ce qu'on cherche à développer au sein de la chaire architecture de l'eau, même si on utilise le terme architecture, pour nous, ce n'est pas la forme architecturale, ce n'est pas la culture architecturale. C'est dans ce sens plus large qui est aménagement d'espace. Donc, pour moi, les vergers que j'ai montrés, c'est l'aménagement d'espace. En fait, l'eau, c'est intéressant parce que c'est entre l'aménagement d'espace, l'aménagement de territoire ou de la ville ou l'espace comme les vergers que je vous ai montrés, c'est vraiment intervention pour créer l'espace, aménager l'espace pour recevoir l'eau, pour vivre avec l'eau. Et c'est ça pour nous, architecture de l'eau. C'est pas que la forme. La forme suit cette justement corrélation entre l'eau, terre, végétation. La forme, et après, voilà, c'est pas forme architecturale. L'architecture suit ces trois entités pour les marier, en fait, les relier mieux. Et je pense qu'encore le cas de Kasvin, pour moi, c'est super inspirant là-dessus. Et voilà. Si j'ai répondu à ta question. Oui, ouais. Oui. Youssef, Shabnam, Undine, vous voulez ajouter quelque chose? Sur cette question de la rentabilité, moi j'avais aussi une observation, c'est que en fait tous les agriculteurs ne sont pas dans cette idée de modernité et en fait il y a le même cas aussi au Maroc, c'est-à-dire que les agriculteurs qui cultivent en fait dans les terrasses des villages, eux ont aussi ce double rapport, ils sont à la fois urbains et en même temps villageois. Et ils ont aussi cette problématique, c'est que c'est pas rentable en fait de ce qu'ils cultivent et ils le font même pas pour vendre. Mais je pense qu'il y a de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est aussi lié à leurs valeurs, c'est lié en fait à la culture dans laquelle ils évoluent et au fait que en fait la terre, l'eau et tout ça ne sont pas que des ressources desquelles on extrait une richesse ou qu'on monétise, mais qu'il y a aussi une forme de plaisir à faire ça, et une forme d'honneur en fait, à perpétuer ces traditions. Et donc en fait, je pense qu'il y a beaucoup de cette idée de valeur culturelle qui est perpétuée par le rapport au monde. En fait, c'est pas juste. Et c'est là où en fait on arrive à trouver des formes de modernité, parce qu'en fait c'est justement ces valeurs-là qui sont encore là, qui s'hybrident, qui se croisent et qui se rencontrent avec une modernité qui elle va dans la rapidité, dans l'extractivisme, etc. Et c'est ces nouvelles formes en fait qui dans la rencontre qui font émerger de nouvelles choses qui je pense sont intéressantes à observer et à explorer. Shabnam. Ça marche? Oui. En fait, oui, il y a peut-être différentes façons de définir la modernité, mais la manière dont j'ai abordé, c'est plus pour moi, la modernité, c'est un système de pensée qui est apparu dans le XVIIe siècle et ce qui, en fait, pour moi, c'était intéressant, et le dualisme ontologique qui a, en fait, sa vision dualistique du monde, en fait, qui a séparé l'homme de la nature et qui a aussi réduit la nature à une ressource, entre guillemets, infinie à exploiter. Et il a vraiment donné une place centrale à l'homme. Et il a aussi favorisé, par exemple, la culture de consommation et qui va avec le productivisme, etc. Et je trouve que aussi le lien que je peux faire avec entre par exemple ma présentation avec l'exemple de Maroc, par exemple, tu as parlé que il y a aussi de nouveaux systèmes d'irrigation comme le goutte à goutte et qui est
en principe, ça peut être plus soutenable, mais encore cette culture d'exploiter plus, de consommer plus, ne permet pas vraiment d'être dans cette soutenabilité. Et je trouve que là, que c'est intéressant, peut-être aborder la modernité, aborder vraiment les fondements de notre société. C'est-à-dire, il faut revoir nos systèmes politiques, économiques, sociaux, pour penser plutôt un rapport plus soutenable à l'eau, en fait. Sur la question du temps, peut-être. C'est vrai que la question du temps, moi, je l'ai beaucoup abordée dans tous les terrains que j'ai, parce que ça revient tout le temps. En fait, le cycle de l'eau, il est toujours omniprésent, quasi exacerbé par, surtout quand c'est des petites sources, puisqu'elles se tarissent à la fin de l'été. Donc, il y a ce rappel constant de la cyclicité et peut-être même d'un temps qui n'est plus linéaire, mais qui vient s'enrouler dans ce cycle de l'eau et qui vient aussi questionner nos paradigmes de comment on fait un projet. Souvent, on se dit c'est sur 100 ans, voilà, c'est hyper important, mais en fait, si on se dit c'est sur une saison, et ben ça le fait vivre différemment. Il y a d'autres étapes qui émergent. Et je pense que dans les petits projets d'irrigation, c'est surtout vraiment très, très présent, même aussi dans le verger. Ces temps de remplissage, de charge et de décharge, ils sont hyper intéressants et ça nous donne à voir la temporalité assez différemment, je trouve, avec ce prisme de l'eau. Et dans ton opinion, quel est le temps pour un projet aujourd'hui? C'est le temps de l'eau? C'est le temps d'une campagne politique? C'est quoi le temps d'un projet pour en fait faire face à ce défi de l'eau? Je dirais, pour l'instant, je ne suis pas encore repartie dans la pratique, donc je ne pourrais pas affirmer, mais aujourd'hui, peut-être ce serait en tout cas le temps du cycle de l'eau, mais c'est aussi un enchevêtrement de cycles. Ce cycle de l'eau, il va s'enchevêtrer avec d'autres cycles. On peut remonter assez loin, hein. Le cycle de Milankovitch, des cycles climatiques encore plus grands qui viennent s'imbriquer. Et je pense que c'est dans cette imbrication de temps plus fluide et plus vivant qui serait peut-être, en tout cas, le temps du projet. Ouais. Donc, je pense que maintenant, on peut entrer vraiment vis-à-vis la grande question, qui c'est le troisième noyau que je vous propose, qui c'est où est l'homme dans le sens de l'humanité. Là, il y a juste une petite prémisse à faire pour comprendre mieux qu'est-ce que ça sera le sens de la question que je vais vous poser. En fait, comme Shabnam l'a aussi dit dans son intervention et aujourd'hui, il y a un peu cette idée que l'héritage darwiniste, aussi judéen-chrétien, a coupé l'homme de son environnement en considérant que seule l'espèce était l'unité de survie. Donc, à un moment donné, on a créé cette scission en éliminant le contexte relationnel. Mais nous, on sait que l'homme est tout d'abord aussi un être très relationnel et à la fois aussi très symbolique, qu'il a toujours cherché des résonances, des confirmations dans l'environnement avec un véritable, on l'appelait comme ça, sens cosmologique. On a un peu vu avec les exemples aussi que vous avez nous montré, surtout avec la lecture mésologique de Jordan Peterson, que habiter, c'est quelque chose qui ressemble à un art. Non? C'est savoir penser le monde, c'est saisir les structures, en creuser donc des poches dans ces structures pour être capable d'y vivre. Et moi, j'ai toujours, en fait, dans l'esprit cette partie du célèbre dialogue de Platon dans les Lois, où il y a ces trois pionniers qui partent pour fonder la ville de Magnésie et discutent le long du chemin sur la forme et sur quelle valeur sera fondée cette ville. Donc, en fait, ils nous démontrent qu'avant la ville, il y a une idée des villes. Donc, quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire, de la pensée, qui après se concrétise. Et Rikvert, il écrit un livre qui s'appelle aussi L'idée de la ville. Donc, pour arriver à la question, de nos jours, est-ce qu'il y a des autres façons de narrer, de parler de ces systèmes hydriques qui ne sont pas seulement de la façon fonctionnaliste? Est-ce qu'on peut ou pas analyser un contexte non occidental avec les mêmes catégories qu'une culture occidentale?
Je pense que je peux aussi dévoiler toutes mes cartes, aussi dire la fin aussi de cette question. Donc, les modèles hydriques dont vous avez parlé, sur quel imaginaire se fondent? Qu'est-ce que se cache derrière les mythes, les cosmologies? Et quelles peuvent être actuellement ces nouvelles, formes rituelles du contact de l'eau dans la contemporanéité? En fait, je pense que ce qui est intéressant dans toutes ces études de récits, des mythes, c'est que, en fait, on peut voir, notamment, j'ai essayé de donner des exemples pour dire que les récits s'inscrivent dans la réalité, entre guillemets, écologique, c'est-à-dire les humains ont compris leur lien existentiel avec leur milieu, d'où ils ont inventer des récits qui vraiment exaltent ce lien écologique. Et ces mythes aussi ont guidé le peuple iranien et les humains vers des aménagements qui est vraiment en accord, plus en harmonie avec les limites, les fragilités, les disponibilité de leur milieu et vice-versa, c'est-à-dire aussi les aménagements aussi sont compris à travers ces mythes qui ont dit, ok, c'est-à-dire ils ont une dimension aussi symbolique et je pense que toutes ces études nous permettent en fait de plus analyser les fondements ontologiques de notre rapport à la Terre, c'est-à-dire l'étude des traditions sont intéressantes, non pas pour faire un retour ou recopier ce qui est déjà dans le passé, mais plus ouvrir peut-être une nouvelle compréhension du monde, une nouvelle ontologie pour redéfinir en fait notre rapport à la Terre. Et c'est de ce point de vue que je pense que c'est intéressant de voir, ok, dans le passé, il s'agit parce que les aménagements qu'on fait aussi vraiment fortement liés à la vision du monde de la société. Et on avoue que par exemple, dans la vision du monde des anciens Perses, les choses, les éléments, tous vont ensemble, c'est-à-dire ils se croisent, ils se répondent et ils s'entre-définissent, s'entre-fécondent, s'entre-déterminent. Et je pense que ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire que définir nos projets d'aménagement en lien avec la disponibilité de l'eau, non seulement s'appuyer sur nos inventions technologiques qui nous donnent un pouvoir, une liberté, mais aussi prendre en considération les limites, les fragilités des lieux. Penser à travers toute cette interdépendance, je pense que c'est ça qu'on peut peut-être prendre des traditions pour moi. Peut-être. J'ajoute à ce que tu viens de dire. Donc, c'est vrai que tous ces rites, imagination et tout ça, c'est basé sur une réalité écologique. Donc, c'est pas que subjectif, c'était vraiment entre subjectivité et objectivité, ce que Augustin Berg a bien développé. Là, si on se pose la question que, alors aujourd'hui, comment on peut retisser de nouveau cette subjectivité et objectivité autour de l'eau, donc un élément qui représente la problématique écologique de notre société aujourd'hui. Je prends l'exemple du projet qu'on a mené sur le Clunisois. Donc j'ai un peu présenté dès le début en disant que c'était ça notre point de départ pour aller chercher qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé. Avant-hier, on a fait la restitution finale de ce projet en Clunisois. Bon, c'est vraiment un territoire rural très, très dynamique. Il y a beaucoup d'associations qui sont actives dans ce petit territoire. Et donc, on s'est posé vraiment qu'est-ce qu'on peut faire entre donc, aménagement d'espace, participation citoyenne et politique publique. Parce que c'est trois qu'il faut commencer à marcher ensemble pour qu'on arrive à résoudre le problème de l'eau dans un territoire ou un bassin versant. Et une des solutions, donc, on sait bien qu'on ne peut pas revenir sur le mode
autour de développer quelque chose de sacré ou les rituels autour d'un objet sacré. Ça, aujourd'hui, c'est difficile. On ne peut pas le faire. Mais dans la manière dont on vit aujourd'hui, on a par exemple pour ce territoire, une des propositions, c'est de développer un réseau de veilleuses et veilleurs de l'eau. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on essaie d'intégrer les habitants, comme le territoire est subi de ce sécheresse, les moments étiages sévères, donc les rivières sont sans eau, et ça frappe les habitants. Même s'ils ouvrent l'eau de robinet, donc l'eau vient de d'autres bassins versants, il y a toujours l'eau dans le robinet. Mais quand ils sortent, quand même, ils voient qu'il n'y a pas l'eau dans leur rivière. Donc ça les touche, ça les intègre un petit peu dans la réalité écologique de ce territoire. Donc on a proposé de développer un tel réseau dans lequel d'abord donc, les habitants peuvent juste observer tout ce qui se passe autour d'eux. Ils mesurent la précipitation, ils s'approchent à tout ce qui se passe autour de l'eau. Au fur et à mesure, ils deviennent plus intéressés. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut commencer. Après, on a développé ensemble les notions un petit peu pédagogie locale et un petit peu problème dans les lycées et tout ça que les élèves... Donc, ils apprennent un peu pédagogie nationale, ils ne savent pas ça manque cette relation locale, cette culture locale, cette pédagogie locale. Donc, ils se détachent un petit peu à leur milieu dont ils vivent. Et donc, voilà, on a proposé ça. On a donc où est-ce qu'on peut commencer ce genre des activités? Les gens, les écoliers, après les femmes, et les habitants, comment ils peuvent intégrer au fur et à mesure. Donc c'est d'autres sphères, mais qui essayent à quand même relier notre imaginaire, réalité de ce qui se passe autour de nous. Donc c'est dans d'autres modes, mais ça rejoint, parce qu'on cherche de créer quelque chose entre les deux, entre imaginaire, en subjectivité, et objectivité, la réalité de terrain. Donc voilà, Youssef, la dramaturgie du projet architectural, pour continuer. Pour continuer sur ce qui s'est dit, mais aussi pour rebondir sur ce que vous avez dit, il y a aussi la question, non pas seulement de l'environnement écologique, mais aussi l'environnement social, qui est super importante, puisque en fait, c'est celle-ci qui véhicule justement les valeurs dont je parlais tout à l'heure, et aussi un rapport au temps. Parce que entre un temps qui est linéaire, qui arrive avec la modernité, et un temps qui est cyclique, on a un rapport qui est complètement différent, et des valeurs qui fondent justement la cité dont tu parlais tout à l'heure, qui sont radicalement différents. Aujourd'hui, hormis cette idée de progrès, de rapide, etc., qu'est-ce qui fonde nos villes, surtout dans des pays comme les pays du Sud, où on est littéralement appelé des pays en voie de développement. Et le développement est connu pour être rapide, et aujourd'hui accélère, etc. Donc cette question du rapport au temps, à mon avis, est indissociable pour faire projet, parce que à partir du moment où tu imagines un projet qui a une temporalité qui est linéaire, il est presque voué à l'échec à partir du moment où tu ne l'as pas encore remis dans un cycle. Le cycle, il peut être court, lent, moyen, peu importe. Mais il faut qu'il y ait faut que ce soit cyclique, quoi. Sinon, je pense qu'il n'y a pas une vision globale de régénération de la ressource, de sa gestion. Et je pense que ça s'est un peu perdu, parce que ces valeurs, elles étaient aussi véhiculées par le sacré dont parlait Aïda tout à l'heure. Mais et c'est là où c'est complètement interdépendant. En fait, on peut pas isoler les sujets. C'est un truc un peu global, quoi. Voilà. Je sais pas si tu as envie de dire un truc. Oui, je te rejoins là-dessus. Moi, je voulais juste parler au sud de Bethléem, il y a un petit village qui s'appelle Batir.
Et justement, et la question du temps revient, et la question du temps cyclique. Et c'est dans aussi la question de ressources. Ressources, ça veut dire s'accorder tous à dire que cette eau, on va en faire quelque chose et on va en faire un projet qui va devenir, du coup, ça devient une ressource pour quelque chose. Et à bâtir, il y a ce projet de ressources communautaires, et c'est là où les intelligences collectives s'organisent. Et aussi à l'échelle très locale, puisqu'on est à l'échelle d'un petit village, c'est 7 familles qui se partagent un réservoir d'eau qui se remplit la nuit et se vide le jour, avec le chef Elma, qui est le chef de l'eau, et avec un bâton, il mesure et il met des petites épines dedans, et ça met les partages de l'eau. Et ça, c'est une mesure qui est faite à chaque fois, tous les jours, en fonction de la décharge de la source, en fonction de si on est en novembre ou en juillet, ça va pas du tout être les mêmes quantités d'eau. Et donc ça rejoint cette question de quand on intègre le temps cyclique et quand on intègre ces petites intelligences collectives avec du coup des cosmologies qui sont tout à fait différentes de celles qu'on peut connaître chez nous, ça amène à des projets, je trouve, avec une belle intelligence. Il y a aussi des cas d'études très intéressantes, même en Occident. Les Huertas de Valencia, il y a le tribunal de las Aguas, qui c'est une institution qui a toujours lieu dans l'église, la cathédrale, donc il y a un lieu symbolique, tout ça. Et donc c'est très intéressant. Et moi, je pense que dans les minutes qui nous restent, d'ouvrir, si c'est possible, des questions du public, s'il y a des questions. Aïda. Merci Alessandro. Merci à tous et à toutes pour ces échanges. Moi, je voudrais revenir sur la question justement de la fabrication de l'imaginaire, qui n'est pas inexistant. C'est juste que l'imaginaire qu'on a aujourd'hui, c'est celui du progrès. Youssef, tu as parlé du développement. On a les pays en voie de développement, ce que ça veut dire d'être un pays développé. Dans l'imaginaire collectif, ça veut dire aussi pouvoir avoir accès à une ressource de façon illimitée, avec une temporalité qui n'est pas fixée, qui n'est pas régulée, voilà. Et donc, le développement est très lié à une certaine définition de l'idée de confort, à une certaine définition de l'idée de consommation aussi. Donc ça, c'est cet imaginaire-là. Et moi, j'aimerais savoir si vous pensez que, en tant qu'architecte, on est tous ici, je crois, architectes, en tout cas vous sur scène, qu'est-ce que l'architecture, comment est-ce que l'architecture peut être un levier de fabrication d'autres narratifs, d'autres imaginaires, comment est-ce que nous, discipline de l'espace, peut-être de façon un peu plus large, architectes, urbanistes, paysagistes, comment est-ce qu'on raconte d'autres histoires ? Je pense qu'elles existent déjà, il ne faut pas les inventer, il faut les rendre plus désirables. Par exemple, les villages dont je parlais tout à l'heure ont leur propre code, leur propre niveau de confort qu'il faudrait peut-être quand même mettre à niveau avec une électrification, etc. Mais il y a quand même une base. Mais le problème, c'est que pour les rendre attractifs, c'est pas tellement juste une question d'architecture. L'architecture véhicule les valeurs. Et quand il y a une différence de valeur, quand on s'attend à avoir de l'eau de manière instantanée, quand on s'attend à avoir tous les produits, y compris des produits qui ne sont pas produits dans la vallée ou à côté, etc., ça devient très dur pour l'architecture de tout gérer. Par contre, elle peut potentiellement faciliter ou donner un accès à des imaginaires, en tout cas les rendre réalistes ou faisables. Le problème, c'est que, pour moi, le problème est politique. C'est que aujourd'hui, les imaginaires, on les a, mais on les délaisse. Du coup, c'est pas tellement un problème architectural, c'est un problème politique, de gouvernance.
Je pense qu'aujourd'hui, tous les métiers de l'espace ont essayé de vraiment dessiner, nourrir un autre imaginaire. Et aujourd'hui, en offrant d'autres régimes d'intervention qui sont plutôt alternatifs. Aujourd'hui, on parle par exemple recycler, relier, révéler, restaurer. Et on essaie un peu de l'éloigner de cette idée que toute pratique doit aménager, fabriquer, construire. On parle par exemple le projet de ménagement, c'est-à-dire comment on peut prendre soin des milieux de leurs habitants. Et je pense qu'on essaie de fonder aussi les pratiques d'aménagement sur des nouvelles valeurs. Par exemple, on parle la frugalité, on parle la sobriété. Et je pense qu'on est en train de construire un autre imaginaire qui est plus fondé sur cette reconnaissance de notre interdépendance et la reconnaissance des fragilités de nos milieux, des limites. L'objectif de ne pas encore essayer de dépasser les limites, mais respecter qu'il y a des limites en fait. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je veux juste dire que ça dépend aussi de ce qu'on entend de l'architecture. Est-ce qu'on entend l'architecture comme quelque chose qui cristallise le mode de vie existant, donc on ne peut rien faire. Mais si on imagine l'architecture comme ce que peut développer l'imaginaire, oui, on peut faire quelque chose par le biais de notre outil qui est l'aménagement d'espace. Et ça, il y a plein d'exemples. Ça, c'est vraiment, il faut questionner notre métier en disant alors, quel est notre rôle? Est-ce qu'on est là juste construire un bâti pour un commande, pour quelqu'un, pour cristalliser ce qui existe, donc le mode de vie existant sous l'approche moderniste et tout ça. Donc, si on entend l'architecture comme ça, on ne peut rien faire. Mais si on va vers d'autres définitions de l'architecture, comme ce qui l'ouvre vers l'imaginaire, ce qui essaye de relier ou spatialiser les problématiques, ou spatialiser le mode de vie, l'endroit de rencontre, ça, c'est une architecture qui peut entrer dans l'enjeu d'aujourd'hui. Et je crois que dans la démarche aussi d'explorer des territoires qui sont autres, pas forcément si éloignés que ça, mais c'est faire cet écart de pensée qui vient aussi nous aider à renouveler nos imaginaires dans la pensée du projet. Et je crois que c'est, en tout cas dans ma thèse, c'est une des démarches la plus enrichissante, puisque justement ça ouvre tout un nouveau champ de possibilités, un nouveau champ de pensée, et on part à explorer des mondes d'idées qu'on ne connaissait pas. Et rien que ce cheminement-là, ces voyages-là, ça aide, je pense, à renouveler l'imaginaire. Et puis après, le projet d'architecture, je pense, arrive à faire le travail derrière pour embarquer avec nous les différents acteurs et tenter ces chemins de traverse qu'il nous faut à tout prix explorer, quoi. Et donc, on redécouvre un peu une profession qui ressemble de plus en plus à cet architecte alchimiste. Un peu comme on pensait la profession aussi, Léon Baptiste Alberti. Non, c'est pas seulement un constructeur, l'architecte, mais celui qu'en fait, il pense aussi à des idéaux, des idéaux, des idées, et après, il essaie de donner forme. Et je voulais aussi souligner aussi, peut-être que c'est une personne qu'il est un peu sous-estimée, donc on ne parle pas trop, peut-être dans certains sièges de discussion, mais aussi la figure de Patrick Geddes, qui est dans l'Occident pur, parce que lui s'était installé à Édimbourg, dans l'ancienne ville d'Édimbourg. Il s'était implanté là avec ses familles, avec toute cette aussi métaphore et concept de la botanique, parce que lui est né comme un botaniste. Il parle de faire repousser ce quartier, et donc il enseigne tout une dramaturgie à travers des civic actions qu'il prend forme, l'Outrock Tower. Et donc là, on a vraiment l'imaginaire qui se mélange avec le dispositif, le récit qu'il mobilise, etc. Et c'est vraiment un exemple que nous avons à la maison, aussi en Occident, sans être forcément exotique. Merci beaucoup pour cette table ronde. Merci pour ce dialogue. Je vais inviter Shahinda Lane à
présenter notre invité suivant, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà et qui se joint à nous en ligne. Je laisse Linda faire la présentation. Bonjour. C'est un grand honneur pour moi d'introduire aujourd'hui le professeur Attilio Petruccioli. Bonjour. Architecte, historien, chercheur et théoricien, Attilio Petruccioli a consacré et consacre sa carrière avec passion à comprendre l'environnement bâti islamique et à partager et transmettre cette connaissance. Chaque fois, il traverse les pays et les échelles, il identifie les permanences et les particularités des typologies architecturales, des procédés constructifs, des structures urbaines et des jardins, des grandes infrastructures dédiées à l'eau, en considérant tous ces éléments dans le rapport à la géographie et à l'environnement parfois hostile. Mais surtout, chaque fois, il traverse aussi les disciplines en intégrant les dimensions sociales, politiques, philosophiques et spirituelles pour définir ce qui constitue la culture architecturale et urbaine islamique. Attilio Petruccioli fonde en 1994 l'INSUF, le Séminaire international des formes urbaines. De 1994 à 1998, il a été professeur Aga Khan pour les sociétés islamiques dans le cadre du programme Aga Khan pour l'architecture islamique au MIT. Entre 2003 et 2012, il a été le doyen de l'école d'architecture à l'Université polytechnique de Bari en Italie, puis il a été titulaire de la chaire du département d'ingénierie civile et d'architecture et aussi le directeur du programme doctoral du design architectural des pays méditerranéens. Ces années ont marqué le point de départ du rayonnement international de l'école sur la recherche sur les environnements urbains traditionnels et leur revitalisation. Entre 2012 et 2013, il a été titulaire de la chaire Mchereb à l'Université du Qatar. Depuis 2004, il est membre d'honneur du Réseau international pour le bâtiment, l'architecture et l'urbanisme traditionnel, l'INDBAU, fondé par le prince de Galles. Il est aussi un expert pour l'ICOMOS à l'UNESCO. Cette carrière s'est accompagnée de l'écriture et de l'édition de très nombreux ouvrages. Je crois qu'il y en a plus d'une trentaine. Je n'arriverai pas à tous les citer. Mais je mentionnerai deux ouvrages. Le premier, c'est Dar al-Islam, qui pourrait se traduire par la maison ou l'espace de l'islam. Et je dois dire qu'il est pour moi, personnellement, un ouvrage de référence. Je l'ai lu, je pense, 1001 fois pendant mon diplôme. Et il n'y a pas un jury qui passe sans que je le recommande à un étudiant qui traite de la question de l'eau ou du rapport à l'environnement des établissements urbains. Et pour avoir discuté avec des intervenants du colloque hier, je ne suis pas du tout un cas isolé. Je mentionnerai un deuxième ouvrage, After Amnesia, dont le sous-titre fait écho à ce colloque, Learning from the Islamic Mediterranean Urban Fabric. Je vous remercie d'accueillir très chaleureusement le professeur Attilio Petruccioli. Deux mots en français, après on passera à l'anglais. Je voudrais remercier tout le comité scientifique et les organisateurs qui m'ont invité. J'ai accepté avec plaisir cette invitation, surtout parce que je suis en train de revenir sur mes pas en partie sur des questions surtout qui regardent les oasis, un thème que j'avais étudié, disons, quand j'étais jeune et après un peu après de monter, de oublier. Je voudrais dédier cette conversation à Jean Bisson, un géographe français qui était né à Alger, que j'ai connu dans les années 70 quand j'enseignais à l'école polytechnique d'Alger. Et dans ce moment-là, j'étais pris par l'idée, par les mythes de l'oasis, tandis que lui, qui avait étudié sérieusement les oasis, il était plus vieux que moi,
Donc, il était plutôt vers la réalité. Ils m'ont enseigné la réalité. Bon, well, so Maintenant, pour cette raison, je vais parler des oasis occidentales du Sahara. Et j'essayerai de discuter un peu de cette idée, to discuss these ideas. Donc j'essaierai de discuter de ces idées. Je dois faire attention à ne pas changer de langue tout le temps, dit l'orateur. Bon. Moi, je fais partie d'une école dans laquelle j'ai eu un grand maître, Saverio Natori. Et ce professeur m'a amené à l'étude de l'architecture, des sédiments et à des études typologiques. Il a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Territoire et civilisation, dans lequel il élargit la vision de l'architecture et inclut le paysage. Et il prend le territoire comme une relation historique entre l'homme et la nature. Et nous, architectes, nous traitons essentiellement la surface de la Terre et donc il a beaucoup parlé du sol. Au cours des dernières années, j'ai essayé de rassembler un système pour donner du sens à l'idée de relation entre l'homme et le sol. Et si nous considérons en général la morphologie que nous avons, la portée, la pente, le bas de la vallée, et vous voyez ce qu'il y a d'horizontal. Et en vertical, vous mettez les sédiments typiques, les petites maisons, et puis ensuite les quartiers élémentaires, la municipalité, la conurbation, et ces sédiments ou ces couches devraient être reliés les uns aux autres et aux autres éléments. Et aux racines, donc il y a des liens très forts avec l'agriculture. Si vous faites un croisement de ces carrés, vous obtenez ce que l'on pourrait appeler le temps territorial. Et bien sûr, ils existent tous dans le monde. Et vous avez un équilibre entre l'offre de la nature
Et les êtres humains et les efforts des êtres humains pour répondre aux questions de la nature. Et vous voyez bien la diagonale de ce schéma. Voilà. Et le long de cette diagonale, vous vous rendez compte qu'on peut avoir un schéma synchronique, mais si vous allez, ou diachronique, si vous allez du haut, de la gauche en haut à la droite en bas. Parfait. Et donc, par exemple, ce système couvre un cycle de 4 phases, hein, et se complète en bas et, et retrouve un moment de crise. Et par exemple, si vous, et typiquement, ça c'est un cycle méditerranéen, c'est-à-dire il y a après le cycle, le premier cycle, vous avez la crise, disons, de l'Empire romain, et le système repart, et se retrouve plus ou moins sur les crêtes. Excuse me, I went to French. And, Pardon, je suis passé en français. Donc le système, le système se reproduit dans un deuxième cycle. En partant de la crête et en descendant et en remontant. Ça, c'est rapidement. Si vous y réfléchissez, vous vous rendez compte qu'après le deuxième cycle, il y a une perturbation qui ramène au retour sur la crête. Et après, encore un deuxième cycle de descente, dans lequel on descend. Donc, c'est a second cycle. Perfect. Okay. But we move rapidly. And of course, not all Alors, toutes les civilisations n'ont pas eu les mêmes opportunités. Par exemple, si vous regardez à la diagonale qui s'appelle O petit, là où il y avait la municipalité, alors la possibilité the possibility of changing. Donc la possibilité de changer est limitée par ces carrés, ce qui est typique par exemple de l'Iran, où on peut aller dans deux directions, vers le désert ou vers la mer Rouge. Ce qu'il y a d'intéressant, dans ce dessin-là, c'est le carré à gauche, en bas, c'est-à-dire c'est un type du territoire. It's a type of the territory. C'est un type de territoire. Le carré d'en bas à gauche est un type de territoire dans lequel vous avez le minimum d'offres par la nature et le maximum de ce qui est fait par l'homme pour survivre.
Donc c'est la condition la plus déséquilibrée en fait. This could be the square, the corner of Et ça pourrait être le coin de l'oasis. Ça pourrait représenter l'oasis en fait. when you move from the Quand vous allez big scale, the general scale, and you Quand vous passez d'une grande échelle à une échelle plus petite et que vous essayez d'étudier you have to establish a reading of an interpretation of the place un dessin plus précis, is synchronic. vous devez passer à la synchronicité But also diachronic, starting from the sans oublier la diachronicité en commençant par essayer de reconstruire tous les processus de transformation. in this scheme, I have resumed this kind of operation. Du site. Very quickly, you have the line, the arrow that goes from left to the right. That is the time. Vous voyez le temps en axe des abscisses The local community avec les communautés locales has conceived an idea of qui ont eu une certaine idée du temps résidentiel essentiellement. Give me a second, I can. Donnez-moi un instant, Io prendo je vais essayer de vous montrer plus en détail. pointer. Ok. Voilà. Là, à ce moment, la communauté, the community has in mind. Là, la communauté a une certaine notion du temps. Time is an abstract notion, is a concept. Mais c'est conceptuel, c'est une notion abstraite. When you build it, Mais par contre, quand vous construisez, then what basically made are variations of this idea of time. Okay? ça change l'idée du temps parce que ça dépend des conditions de la terre, du territoire. In the same time, you produce a time that is related to a specific idea of aggregation. Donc c'est un certain type d'agrégation et vous avez 3 échelles qui sont toutes liées. Ces variations que vous voyez ici contribuent à la modification des différents types, des différentes idées. Et donc l'agrégation se fait là. Et le plan de la ville inclut l'ancien type et la nouvelle idée. Et ensuite, vous pouvez continuer jusqu'à ce que vous voyez ceci. Mais le système n'est pas continu parce que dans l'histoire, il y a des moments de crise, il y a des retards ou au contraire d'accélération. De toute façon, pendant les périodes de crise, le type général que la collectivité a à l'esprit ne tient pas. Parce qu'en période de crise, la ville ne s'accroît pas, par exemple. Donc il y a une limitation qui est juste due à la modification de la situation.
À la fin de la crise, on a tendance à construire des maisons selon certaines habitudes qui proviennent de la modification ou des variations de ce qui existe. Mais on perd l'idée du type d'origine. Les communautés ou la communauté a tendance à parler d'un type étranger qui viendrait d'une culture considérée comme supérieure. C'est le cas, par exemple, de l'Italie au XIXe siècle, quand nous avons importé l'idée de nouvelles maisons de Vienne. Et cette rencontre avec les nouvelles idées importées et les pratiques existantes a donné naissance à un nouveau type d'architecture. Ce que je voudrais dire, je voudrais insister là-dessus, c'est que nous croyons que l'idée de concevoir un site comme un processus historique est essentielle pour bien comprendre un site. Et à la fin du processus de reconstruction, ce que le site et le type utilisé nous donnent sont les principes fondamentaux de la conception architecturale, et ces principes sont très importants parce que ce sont des principes qui permettent d'identifier la communauté ou qui donnent son identité à la communauté, et nous ne pouvons pas les éviter quand nous faisons la conception d'une nouvelle agrégation, d'un nouveau sédiment, d'un nouveau paysage. Donc nous devons intégrer cela dans le nouveau paysage. La difficulté d'application de cette lecture, à mon avis, dépend de deux éléments. Tout d'abord, l'idée que nous avons d'un oasis, donc ça c'est quand on applique à l'oasis, qui est un objet mythique qui existe depuis la nuit des temps, qui est quasiment immobile, et par conséquent, nous avons des difficultés à en faire une lecture dynamique, comme je l'ai proposé précédemment. L'idée, c'est que tout changement ou tout mouvement dans l'oasis ça pourrait entraîner la mort de l'oasis.
Et ça vous ramène au dernier carré qu'on a vu. Oui. These images that you see are based on this idea Et of the myth. ça, c'est l'idée des mythes. Le mythe devient... Les mythes sont basés sur des raisons réelles. Et vous le voyez dans des mosaïques de Palestine, où vous avez des paysages qui sont reproduits, qui représentent la mémoire d'images anciennes, de paysages existants, du Sahara humide, qui ont existé, mais il y a 7000 ans, mais dont la mémoire était toujours vivante à l'époque des Romains. Donc d'un côté, on a la mémoire que l'on retrouve dans la région du Tassili, par exemple. La seconde question, c'est qu'en effet, la transformation sur la transformation de l'oasis, qui n'est pas continue, mais qui passe d'une crise à l'autre, et j'en ai identifié 4, dans laquelle l'oasis risque chaque fois de disparaître, elle est abandonnée, ou elle passe d'une technique à l'autre, d'une technologie à l'autre, pour survivre. Et j'essaie d'expliquer cela. Le problème de l'oasis est différent de celui de nos villes, parce que il y a des relations très compliquées, très sophistiquées, qui exigent un effort financier énorme pour maintenir ces oasis en vie, mais sachant qu'elles produisent très peu de résultats ou très peu de revenus. Et toutes les activités ou toutes les relations sont enracinées dans l'eau et les systèmes d'eau. Parce qu'en fait, tout est lié au problème de l'eau. Et par conséquent, dans l'évolution des oasis du Sahara, et tout oasis ou groupe d'oasis connaît une évolution différente, mais en fait, ça dépend des occasions que l'oasis a de passer d'une technologie à l'autre. En quelques mots, nous pouvons dire que la transformation de l'oasis peut être détectée par les changements de technologie pour la captation de l'eau, pour collecter, récupérer de l'eau. Donc, avant cette image, on pourrait désigner l'image des images. Donc, je pourrais vous montrer
une image du Sahara humide qui était un Sahara avec des lacs, de l'eau. Mais il y a eu 7000 ans. Et puis ensuite, il y a eu un processus durant lequel l'eau et l'humidité ont considérablement baissé. Donc, toute l'histoire passe à travers la transformation des technologies pour résister, pour You're fantastic. You can change. Et vous êtes fantastique parce que vous changez sans arrêt de langue. Okay. Basically, all the story is a story. Donc l'histoire, c'est une histoire de changement de technologie pour la survie. Et les phases sont au nombre de 4. La première, c'est évidemment l'ingénierie du cours de la rivière. Et l'idée, c'est comment faire que les rivières ne s'assèchent pas. Le deuxième, c'est les fontaines artésiennes pour capter les sources. La troisième, c'est ce qu'on appelle la Ketara. C'est une technologie qui est plus sophistiquée et qui repose sur l'idée des sources artésiennes, mais qui ne sont plus visibles et qui sont donc enterrées pour récupérer l'eau des montagnes. Et puis, la dernière étape, c'est la Foggara, qui part de la troisième et qui est l'art de récupérer des gouttes d'humidité microscopiques du sous-sol, de les relier par des canaux souterrains et de les amener dans les zones de culture. En gros, c'est une hydrotypologie. Voici une très belle image de la zone occupée par l'Espagne. C'est le nord-ouest du Sahara et le Maghreb. On y voit très clairement le système fluvial de tous les cours d'eau qui est mené en Méditerranée. Et nous avons également les fleuves qui menaient loin de la mer, mais vers le centre de l'intérieur du continent africain, du Sahara. Et entre les deux, nous avons le massif des montagnes Atlas. Donc ici, on voit les cours d'eau intérieurs, ici, donc au sud. Et ces rivières sont dessinées comme étant des rivières qui se jettent dans des lacs. Alors que ces lacs ne sont pas vraiment des lacs, ce sont plus des zones marécageuses. Et c'est là où l'eau est absorbée par le sol et disparaît.
Il n'existe que 3 cours d'eau dans la Sahara qui sont toujours actifs, pour ainsi dire, le Nil, le Niger et le Dra. Tous les autres fleuves, toutes les autres rivières ont petit à petit disparu. D'autres fois, c'était des fleuves, il y avait de l'eau qui coulait dans ces fonds de vallée. Qui étaient très exploités pour l'agriculture. Et on en trouvait également des communautés qui étaient en haut des collines, où on avait des plaines agricoles autour. Donc des plaines agricoles en aval. Donc ces plaines qui pouvaient être irriguées par le passage de l'eau. Mais à un certain point, le lit de la rivière aspire toute l'eau, il n'y a plus d'eau qui passe. C'est exactement ce que l'on voit, par exemple, ici, une rivière qui commence dans l'Atlas, la Zaoura. Et à un certain point, cette rivière disparaît, tout simplement. On ne la voit plus à la surface, mais l'eau, l'humidité, tout cela continue à s'écouler dans les sous-sols. Donc c'est une rivière souterraine et cela est rendu possible grâce à cette couche non perméable dans le sous-sol. Et donc la rivière passe par voie capillaire, par capillarité plutôt, en tant que gouttelettes microscopiques. De temps en temps, l'eau remonte à la surface par temps de crue. C'est-à-dire que si dans les montagnes, dans l'Atlas ou aussi dans les collines juste à côté, de part et d'autre de la rivière, il y a une forte période de précipitation. Il est fort probable d'avoir des torrents d'eau qui descendent le long des collines, qui se trouvent dans la ligne des rivières. Et ainsi, vous allez avoir de l'eau qui pourrait traverser des centaines et des centaines de kilomètres à la surface. C'est quelque chose que l'on voit également sur la rivière Mazad. Les riverains doivent donc trouver des systèmes pour tirer profit de toutes ces instances de forte précipitation. Et c'est exactement ce que je voulais dire quand je parlais de cette intervention humaine, cette ingénierie des rivières. Donc ça, c'est vraiment comment on tire parti au maximum de ces trois phénomènes. Par exemple, vous voyez à gauche ce qui traverse le lit de la rivière et ce mur
a pour fonction de collecter l'humidité qui tombe goutte à goutte et qui vient donc être collectée comme de l'eau. Mais aussi, de temps en temps, vous pouvez avoir ce plan que vous voyez ici à droite, qui ont aussi la possibilité de dévier l'eau qui est recueillie, de l'amener au bord de la rivière, et du coup, ça peut être cultivé. Et là, en même temps, vous pouvez avoir des puits qui vont récupérer l'eau des nappes phréatiques, donc qui récupèrent de l'eau. Donc c'est une ingénierie intégrée dont le meilleur exemple se trouve dans le Masa. Je voulais que vous sachiez que ces technologies sont disponibles exactement de la même manière en dehors du Sahara, par exemple, dans le désert entre la Syrie et l'Irak, où les Omeyyades et les Bassistes ont construit un État avec cette technologie. Ce que vous voyez au-dessus, c'est l'État de Al-Shakir, qui était un État royal. Il y avait un château, mais aussi une grande exploitation pour la production. Et en bas, vous voyez la même technologie appliquée dans le territoire d'Oman. Et là, je parlais de Masa, qui est une région établie le long de la rivière Mzab, avec 5 sédiments, donc Pentapolis, et qui a finalement été établi au Xe siècle. Ça, c'est une ingénierie très compliquée de l'ancienne vallée, le long de la rivière Mzab, et ses affluents. Et le système est basé du point de vue de l'hydrologie. Et le premier événement, c'est l'inondation. Quand j'y suis allée dans les années 70, les inondations se produisaient tous les 15 ans. C'est peut-être moins maintenant. Donc, l'inondation est bloquée ici. Et c'est bloqué parce que vous voyez ici, c'est une architecture très intéressante qui bloque l'eau et l'absorbe et la distribue dans la palmeraie, aux racines des palmiers.
Et donc, l'eau va aller recharger les nappes phréatiques en envahissant tout. Et vous voyez cette séguille qui canalise l'eau et qui fonctionne également comme rue. Et à cette occasion, elle sert à transporter de l'eau. Et dans la partie inférieure, vous voyez que l'eau envahit ces rues qui sont des séguilles, qui sont donc des canaux de transport de l'eau. La chose intéressante, c'est que il y a aussi des puits qui permettent de récupérer l'eau des nappes phréatiques pendant les périodes de sécheresse. Et pendant les inondations, vous avez de petites architectures qui ont pour fonction, donc des petits bâtiments, qui ont pour fonction de récupérer l'eau de l'inondation et de la mener, de la canaliser vers les nappes phréatiques ou vers des citernes. Ici, vous voyez la structure et les sédiments sont logiquement ici, étant donné l'ingénierie de la vallée. À droite, ça c'est Gardaya. Ces inondations atteignent parfois des niveaux de 3 à 4 mètres de haut. Et pour éviter les inondations, les habitants se mettent en haut des collines. Et ensuite, vous voyez les différentes couleurs, le brun qui est la plantation qui est déjà en grande partie construite dans l'oasis. En vert, c'est une colline complètement dédiée à l'agriculture. Ici, vous voyez ce qui est le village en haut de la colline pour éviter les inondations. Le tissu de construction est assez serré. C'est essentiellement résidentiel. Il n'y a que 2 éléments particuliers. La mosquée, Jama, qui est en haut de la colline, avec le minaret que vous voyez, et le marché qui est au bord, qui est très proche de la porte. Et le marché rappelle les autres composants de l'économie de l'oasis. Avec l'agriculture. Mais vous avez du commerce transsaharien, c'est la route des caravanes
pour les nomades. Bon, la Palmeraie. The second technology and the second phase is that we call that artesian springs. There are scattered in the territory, arterial springs that are the result of the pressure of the water table towards the surface, and they appear here and there, and they are scattered but visible. Sometimes, as in the images that I show you in the Fezzan, they can even create small Elles lakes peuvent des fois at that point produire naturally de petits lacs naturels they become the concentration and the reference of the oasis itself. qui deviennent le point de référence de l'oasis elle-même. Dans d'autres cas, nous avons des technologies parallèles avec l'idée des sources artésiennes dans la région de Ténéré. Vous pouvez imaginer dans le centre du désert des cercles ou des pyramides inversées qui permettent de récupérer l'humidité des nappes phréatiques. Et là, vous pouvez planter directement au-dessus de la nappe phréatique. Et cette technologie requiert la protection de ce que j'appelle le pot, où les palmiers, les ramifications des palmiers produisent une sorte de protection que l'on voit ici. C'est comme un remblai qui bloque le sable de sorte que le sable ne puisse pas couler dans le pot. Et de plus en plus, l'eau a tendance à aller au fond de ce pot, en quelque sorte. Et pendant la nuit, il faut nettoyer le sable, et ça s'appelle la remonte, c'est-à-dire que les gens remontent du sable pour éviter qu'il ne tombe au fond. Et le sol et la nature offrent des possibilités, mais il faut d'énormes efforts pour que ça fonctionne. Et maintenant, je pourrais peut-être anticiper un petit peu. Les questions. Les oasis ne sont pas durables, en fait, malgré les récits romantiques que l'on peut imaginer à leur sujet, qui parlent de leur durabilité, malgré les difficultés. Mais si nous regardons les investissements qui sont nécessaires pour leur permettre de survivre
Et le travail énorme qui est nécessaire et qui était effectué par des esclaves dans le passé, eh bien, donc, les oasis ne sont pas durables. Et ça, c'est le point important. Et c'est une question que je reprendrai plus tard. Passons maintenant rapidement à la nouvelle technologie. Dès que l'aridité se développe, les technologies deviennent de plus en plus sophistiquées, mais de plus en plus chères également. Nous sommes maintenant, enfin ce que je vous montre, c'est une image de Ygritte au Maroc qui survit avec une technologie que l'on appelle Tektara, qui est basée... Est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô, allô, allô la Terre, vous m'entendez? Yes, we can hear you. Don't Can you worry. hear me? Oui, oui, on vous entend, pas de souci. Alors, je vais juste répéter on a tout entendu. Merci beaucoup. Ah, vous traduisez, ouais? Non, non, c'est pas moi. Ah bon, on a coupé le micro, vous ne serez pas gêné par la trad. D'accord. En fait, Figuig, comme je l'ai dit, est un sédiment basé sur un système de captation de l'eau qui est affilié, enfin ça, un peu au cas précédent, quant à la façon dont il capte les sources artésiennes. Mais lorsque ces sources ne sont plus visibles, il y a la mémoire qui persiste que dans une certaine région dans le sous-sol, il y a cette eau qui n'est pas visible et qui a disparu, existe toujours. À ce point-là, il est possible d'excaver, de creuser des galeries et d'essayer d'obtenir, de capter la source d'eau elle-même. Et ça se fait lorsque vous avez un minimum de pente, parce qu'en général, la concentration de l'eau dans les nappes est concentrée donc là, dans la nappe. Donc les galeries excavées permettent de parvenir à la nappe et ensuite peuvent drainer l'eau, la sortir des galeries. Et dans ce cas précis, l'eau, puisque le flux n'est pas continu, ça dépend des phénomènes. En cas de pluviométrie, la nappe phréatique se reconstitue et rechargée. Puisque le débit de l'eau n'est pas continu, que se passe-t-il? Deux choses. Première chose, vous devez créer de grands réservoirs que vous voyez ici. Ces réservoirs-là, le long de la ville, là, il y en a 3 là, de réservoirs assez grands qui sont gérés par les riches de la communauté, alors que les pauvres, les esclaves, les aratines qui y travaillent, qui ont une petite parcelle de terrain, je vous rappelle que la terre n'a aucune valeur dans ces pays, seule l'eau a une valeur. Et donc, ensuite, l'eau est vendue aux aratines qui travaillent la terre en leur parcelle et qui est acheminée par les séquillas, les chenals, et eux payent avec les produits, les fruits des produits qu'ils ont. Alors la morphologie des sédiments là est basée effectivement sur le fait que la ville est juste à l'embouchure
de la Ketara afin effectivement de contrôler le flux et démontrer que ça appartient à la population, aux habitants du Ksar. Et là, vous avez aussi les différents bassins, ensuite la Palmeraie et la Sepka. Alors, plus sophistiqué, c'est le système Bongara, encore plus sophistiqué. Ketara, enfin, sans doute, là, il y a... C'est le même mot, mais ont un sens différent. Alors que le premier est basé sur la distribution de l'eau en fonction du temps, puisque vous n'avez pas un débit continu. Ensuite, vous contrôlez la quantité d'eau dans le temps. Alors l'autre est basé sur le volume. Ça comprend donc l'idée suivante, c'est que l'eau n'a pas de source, n'a pas de mémoire de source du tout, mais la mémoire, il y a bien cette idée que dans la roche, de la montagne, de la colline, sont préservées. Il y a suffisamment d'humidité préservée pour aller capter cela par un réseau de galeries qui fort la montagne jusqu'à ce qu'il puisse trouver une profondeur suffisante. Et dans ce cas-là, les galeries servent de collecteurs de ces gouttelettes d'humidité et tout cela est déposé au fond de la galerie sous forme de petits ruisseaux d'eau qui acheminés vers des canaux souterrains qui sont disposés, marqués par une série de puits. Et on appelle ça les Fokkara. Les Fokkara, alors, la source est très, très lointaine. Et l'idée est que plus la Fokkara est longue, plus le niveau d'eau est élevé, l'eau collectée tout au long on peut avoir des Fokkara qui peuvent être 1 kilomètre ou 2 kilomètres, surtout dans la région d'Algérie, Boulara, où le caractère de la morphologie, de la topologie est caractérisé par une séquence sérielle d'implantations l'une à côté de l'autre qui se situent au fond. Si la colline est ici, eh bien, elles sont au pied de la colline en parallèle, situées au piémont de la colline, le long de la crête qui se trouve ici. Donc vous avez pratiquement 3 bandes. Première bande, Sepka, ou la Chord. Ensuite, vous avez l'implantation, donc avec les plantations qui se trouvent ici. Ensuite, une troisième bande qui est la montagne, avec tout le système de captation des Fokkara. Alors ici, on a donc un dessin très clair de Fokkara, de canaux souterrains. Tout le monde connaît les Fokkara. Je ne vais pas passer trop de temps à décrire les puits, également l'élimination des matières premières des excavations sous le Ksar qui sert d'eau potable et également pour les autres usages de l'eau, et ensuite est distribuée
vers la Palmeraie, là, vous avez tous ces petits séguillas, ces petits canaux qui distribuent dans chaque parcelle a un réservoir qui recueille l'eau. Parce que là, l'eau flue en continu, il n'y a pas de robinet. Donc, il vous faut la possibilité, enfin, chaque propriétaire à la Nestlé de collecter l'eau pour différents usages à différents moments. Donc, comme je l'ai dit, l'eau est acheminée donc par son volume, donc la quantité de l'eau est déterminée par ce débit. Alors, une toute dernière chose, que se passe-t-il lorsque la Focara s'assèche? Et ça dépend de la morphologie du territoire, parce que lorsque ça sèche, il y a une possibilité que vous abaissez la galerie et vous allongez la galerie, mais vous l'abaissez aisément. Vous allez plus loin dans la montagne et là, vous augmentez la quantité d'humidité captée. Mais si vous abaissez la galerie, il se trouve que l'ouverture, que l'embouchure va se déplacer vers la Sebka. Et là, donc, vous verrez qu'une partie de la Casbah se déplace suivant le cours. Donc, à la fin, lorsque vous verrez l'implantation, enfin, vous apercevez que la nouvelle partie de la Casbah est celle qui est proche de l'embouchure, qui est orientée vers la Sebka. Et autre possibilité, lorsque vous avez une pente qui est extrêmement raide et votre implantation ne peut pas se déplacer, eh bien là, la quantité continue et va dans la plantation vers la Sebka. Alors, ce qui se passe, c'est que plus vous déplacez l'embouchure, plus la terre cultivée est perdue. C'est clair, parce que vous pouvez irriguer que par l'effet gravitationnel, donc la terre qui est exploitée, qui est dans la partie la plus basse. Et là, vous pouvez récupérer une partie de l'eau avec un équilibre, une balance chalouf qui fait remonter l'eau. C'est un travail extrêmement complexe, ça prend beaucoup de temps avec beaucoup d'équipes. Mais c'est une relation claire et intéressante nouée entre la morphologie et la technologie qui est mise en œuvre. Lorsque vous atteignez le niveau de la Sebka à ce point, il n'y a aucune possibilité de survivre plus longtemps parce que à ce point-là, l'équilibre entre des terres cultivées et la possibilité offerte par l'eau que vous avez est réduite à néant. Donc là, vous approchez de l'implantation et vous rapprochez, vous mettez en œuvre la même technologie et vous recommencez. C'est une opération risquée parce que vous n'avez pas nécessairement trouvé suffisamment d'humidité avec vos forages. Ça caractérise cette organisation sérielle qui est tout à fait type, une implantation après l'autre, et de nombreuses qui ont disparu. Donc l'embouchure de la Focara est à droite. Voyez l'utilisation des eaux usées une fois qu'elles ont servi
pour de l'eau potable, servent aux activités du quotidien. Ensuite, la distribution de l'eau, ça c'est ancré dans la tradition. C'est une subdivision des petits chenals qui acheminent l'eau dans la palmeraie. Dernière diapo avec quelques réflexions. Regardez l'image au-dessus de Figig, très proche de la Sebka, et bien sûr, ça témoigne de la relation difficile entre l'homme et la nature dans cette exploitation, combien il est tributaire de l'eau et combien il est facile pour la palmeraie de disparaître. Et à droite également la ville de Figig, et vous voyez combien de maisons sont abandonnées, le toit a disparu, et progressivement, comme la ville est abandonnée. Alors, l'enjeu est le suivant. Il y a une politique maintenant du gouvernement qui est plutôt tendance à garder les gens sur place. Ils ne souhaitent pas qu'ils partent vers les grandes villes sur le littoral qui sont déjà très encombrées. Donc, c'est une politique qui est dictée d'en haut et suivant des critères qui ne sont pas toujours très cohérents avec le mode de vie et des technologies des oasis, ce qui crée des problèmes. Le paradoxe étant qu'ils peuvent acheminer encore plus d'eau puisqu'ils ont recours à des techniques qui tendent à assécher qu'on fait. Même les eaux qui se trouvent bien plus en profondeur du sous-sol. Alors, je veux quand même insister sur ce concept. Il y a une tendance maintenant qui a pensé automatiquement, mécaniquement, que les oasis survivent, que ces vies très difficiles, eh bien, elles sont durables. Elles sont pérennes. Donc la philosophie qui donne à penser que l'on peut introduire ces philosophies et ces techniques, même dans les villes modernes, même dans les villes du Golfe. À mon avis, c'est une idée romantique erronée. Ça peut être hasardeux, il est impossible de penser que certaines technologies qui ont un coût en termes d'argent, de travail et de vie de gens peut être introduit dans les villes modernes. Et des oasis et son évolution morphologique, on peut tirer des enseignements qui peuvent permettre d'épargner, de préserver les ressources et de prêter attention au mode de vie. Et en réalité, il est concevable peut-être de modifier certaines technologies et de les adopter avec beaucoup d'attention et de soin. Je vous remercie de votre attention. Je vous prie de m'excuser, ça a été très long et il y a eu quelques soucis techniques. Merci.